Bonjour, aujourd'hui on va essayer de voir quelles sont mes 7 astuces pour écrire un livre best-seller. J'ai effectivement regardé sur YouTube et il y a quelques vidéos qui vous donnent des conseils pour écrire un livre best-seller, mais la plupart du temps, à une exception près, elles sont faites par des gens qui n'ont pas écrit de best-seller. Donc je me dis, comme moi j'avais réussi à faire ça une fois avec mon best-seller l'investissement immobilier locatif intelligent qui a été vendu à 100 000 exemplaires, et qu'en France, pour un livre de non-fiction, on admet qu'au-delà de 10 000 exemplaires, on peut légitimement prétendre au qualificatif de best-seller. Je me suis dit que c'était intéressant que je vous fasse quelque chose. D'autant plus que écrire un livre, si ça marche, ça peut être un side business intéressant et ça peut vous permettre d'ajouter le pilier entrepreneuriat au pilier classique de bourse et d'immobilier dans votre voie vers l'indépendance financière. Alors bien sûr, il n'est pas certain qu'en appliquant ce que je vais vous dire, vous allez réussir à écrire un best-seller ou à faire de votre livre un best-seller. Ce serait trop facile. Néanmoins, ça augmentera vos chances en suivant ces conseils-là. Et puis, vous verrez, on y reviendra à la fin, que même si ce n'est pas un best-seller que vous arrivez à faire, si vous arrivez à écrire un livre et à le vendre à quelques milliers d'exemplaires, vous pourrez faire levier dessus. Moi, rien que parce que j'ai écrit des livres, j'ai été invité pour faire des conférences payantes, des choses comme ça. Donc, on peut toujours faire levier dessus. Ça crée une certaine légitimité. Alors, mes conseils, moi, ça s'applique plutôt à la non-fiction. Personnellement, je l'ai fait en auto-édition, mais ça s'appliquerait aussi si vous cherchez un éditeur. Sachant que si vous arrivez à trouver un éditeur sans être particulièrement connu au départ, de toute façon, il ne va pas faire vraiment la promotion et la publicité pour vous, et donc tous ces conseils s'appliquent. Personnellement, j'ai fait de l'auto-édition presque par obligation au départ avec mon premier livre, même si un éditeur me l'avait pris, mais il m'obligeait à en changer la moitié, etc. C'était plus le livre que je voulais écrire. Et ensuite, par choix, puisque des éditeurs étaient prêts à prendre mes livres quand ça a commencé à marcher, mais en auto-édition, on gagne 5 fois plus pour l'auteur qu'en édition normale à un nombre d'exemplaires vendus équivalent. Donc j'ai fait ce choix-là de l'auto-édition, mais c'est un choix volontaire. Alors, le premier conseil que je vous donnerai pour écrire un livre best-seller, c'est de ne pas écrire pour tout le monde, mais d'écrire pour une personne en particulier, pour un individu unique. C'est paraît assez paradoxal. On veut que notre livre soit le plus vendu, on essaie qu'il rassemble le plus de monde possible, et quand on l'écrit, on essaie de s'adresser à la population entière. Eh bien non, il ne faut pas raisonner comme ça. Vous devez créer l'avatar, on va dire, du profil type de l'individu pour qui est ce livre, et en fait, vous devez écrire dans votre style comme si vous vous adressiez à cet individu unique. C'est typiquement ce que j'ai fait pour l'investissement immobilier locatif intelligent. J'ai imaginé l'investisseur qui commençait à investir dans l'immobilier, qui avait entre 0 et 2 ou 3 appartements et qui avait besoin de structurer sa pensée. Plutôt que de prendre un large scope et en ayant cet archétype d'individu, je pensais même à un copain qui me demandait des conseils sur l'investissement quand j'écrivais ce livre, eh bien, en l'écrivant vraiment pour un seul individu, finalement, il a marché. Si j'avais voulu l'écrire pour tout le monde en m'adressant à toute la population, ça n'aurait pas fonctionné. C'est contre-intuitif, mais il faut y penser. Alors, le deuxième conseil, ça va être sur le marché. Alors, peut-être que vous avez déjà une idée en tête de livre, mais si vous hésitez entre plusieurs, il y a une question de marché. Alors, il ne faut pas que le marché soit vide. Il faut que ce soit un besoin qui existe déjà. Idéalement, que les gens soient prêts à payer pour ce besoin. Moi, sur l'immobilier, il y avait déjà des formations en immobilier. Si vous écrivez un livre sur des conseils sur un sport particulier, il faut regarder si les gens sont prêts à payer pour prendre des cours sur ce sport-là. Il y a des sports où les gens sont plus prêts à payer pour prendre des cours. Par exemple, les cours de golf, ça existe avec les profs, ça existe en formation vidéo, sur du badminton où les gens sont habitués à y aller dans des trucs associatifs avec parfois un prof gratuit, etc. Ils sont moins habitués à payer. Alors, je ne sais pas si j'ai pris le bon exemple avec le golf, parce que je ne sais pas ce qui sera retranscrit, je ne sais pas dans un livre ce qu'on pourrait faire, ce qu'on peut faire exactement, avec les gestes, etc. C'est peut-être pas facile à expliquer, mais voilà, il faut bien que vous ayez cette notion en face. Alors, vous allez me dire, est-ce qu'il faut qu'il n'y ait pas de livre? Alors, il y a de plus en plus de livres sur tout, donc ça va être difficile qu'il n'y ait pas de livre. Et moi d'ailleurs, sur l'immobilier, même si c'était moins à la mode et que ça date un peu, il y avait quand même beaucoup de livres sur l'immobilier. Par contre, ce qui est intéressant, c'est bien si le marché est un peu fragmenté. C'est-à-dire que
moi, le besoin existait, il y avait des formations en immobilier, et il y avait aussi des livres en immobilier, mais le marché se répartissait entre 4-5 livres à peu près à égalité dans les classements. Donc il n'y en avait pas un qui s'affichait comme la référence, comme le best-seller, et ça vous donne l'opportunité justement de devenir cette référence si le marché est fragmenté. Donc ce sera mon deuxième conseil. Mon troisième conseil, c'est attention à votre titre. Sur un livre de non-fiction, il faut absolument que le titre réponde à un besoin. Et mieux, il faut qu'il réponde à un problème. Et encore mieux, il faut qu'il réponde à un problème, ce qu'on appelle un problème dur en marketing, c'est-à-dire un problème douloureux, un problème urgent et un problème reconnu. Alors, par exemple, l'investissement immobilier locatif intelligent, on comprend dès le titre que le besoin, c'est d'apprendre à investir dans l'immobilier. Ça répond à ce besoin-là. Après, il y a parfois un problème douloureux, urgent et reconnu, c'est que les gens ne se sentent pas heureux dans leur travail, ils auraient envie d'accéder à plus de liberté, à plus d'indépendance. C'est pour ça, même si je ne suis pas fan de la vente de rêve et du marketing, que j'ai mis le titre « Itinéraire vers votre future semaine des 7 dimanches ». Et parfois, aujourd'hui, quand des gens me parlent de ce livre-là, il y a ceux qui parlent du titre principal, un peu rationnel, investir dans l'immobilier locatif, et puis il y a ceux qui me l'appellent ton livre La semaine des 7 dimanches. Donc ça, c'est quelque chose qui marque. Pour montrer à quel point c'est important, j'ai moi-même eu un excès d'hubris un peu après ce livre-là en me disant j'ai fait mes 100 000 exemplaires, maintenant si j'en sors d'autres, de toute façon, ça ne sera peut-être pas 100 000, mais les 10 000 sont assurés parce qu'il y en a bien 1 sur 10 qui m'adore, entre guillemets, et qui va acheter mon livre. Et donc j'ai sorti L'Allocateur Rebelle, alors qui est une adaptation. Mais dans L'Allocateur Rebelle, alors déjà on est entre la non-fiction et la fiction, puisque c'est un livre de fiction qui apprend sur la bourse et l'entrepreneuriat. Mais voilà, L'Allocateur Rebelle, il y a un problème sur le titre. Alors, j'ai pas eu le choix de le changer parce que c'est une adaptation, et justement je pouvais pas faire ce que je voulais. Mais L'Allocateur Rebelle, on ne comprend pas à quel besoin ça répond, et ça ne résout pas un problème. Eh bien voilà, ça a fait un flop, faut pas chercher plus loin. Et ça ne vient pas de la qualité du livre, puisque tous ceux qui l'ont lu, c'est peut-être mon livre qui a en moyenne la meilleure note sur Amazon si je fais la moyenne des commentaires. Celui-là, il doit être à 4,7 et les autres entre 4,4 et 4,6. Donc voilà, le titre est hyper important. Le quatrième conseil, alors je disais d'écrire à un individu unique, mais il faut penser quand même au triptyque visuel, auditif, kinesthésique. Les gens n'apprennent pas de la même façon. Oui, donc il faut penser aussi quand même au triptyque visuel, auditif, kinesthésique. Les gens n'ont pas la même facilité d'apprendre par chacun des canaux. Il y a des gens comme moi qui sont très visuels, ils lisent, ils comprennent. Il y a des gens qui sont mieux quand ils écoutent et qu'on leur explique. Et il y a des gens kinesthésiques qui sont mieux qu'à partir du moment où ils ont eu un exemple. Alors, bon, les auditifs sur un livre, ça va être un peu plus compliqué, mais en tout cas, il faut penser au kinesthésique, comme ça vous ratisserez un peu plus de population. Et donc, dans un livre de non-fiction où vous expliquez des choses, il faut penser à mettre beaucoup d'exemples. Moi, c'est une erreur que j'avais fait dans mon tout premier livre, que j'ai revu après. J'expliquais la théorie, je n'avais pas mis assez d'exemples parce que moi, personnellement, je n'avais pas besoin de l'exemple pour comprendre. Mais beaucoup de gens ont besoin de l'exemple. L'investissement immobilier locatif intelligent, j'ai pas refait cette erreur. J'ai mis beaucoup d'exemples. Il y en a une cinquantaine, je pense, autour du livre qui fait 330 pages, d'exemples de vécu de ma carrière d'investisseur, etc. Et ça a changé, je pense, beaucoup de choses sur la qualité perçue du livre. Mon cinquième conseil, ça va être d'y consacrer le temps nécessaire. Alors, moi, certes, j'ai écrit mon best-seller en 1 mois et demi, 2 mois, donc ça paraît très court. Mais en fait, je retranscrivais toute mon expérience qui avait été constituée sur 10 années. Donc il y a 2 solutions. Soit vous écrivez sur quelque chose où vous avez déjà beaucoup d'expérience, et là, il n'y a pas de problème. Soit vous attaquez à un sujet où vous n'avez pas tant d'expérience que ça, et donc il va falloir y consacrer 2 ou 3 ans de votre vie pour faire les recherches qui vont avec, et donc pour avoir une vraie qualité dans le produit. Si votre produit n'est pas de qualité, vous n'arriverez pas à en faire un best-seller. Ça ne suffit pas d'avoir un produit de qualité pour faire un best-seller, parce que si personne n'est au courant que votre livre sort, personne ne le lira. Mais l'inverse, par contre, si votre livre n'est pas de qualité, vous aurez du mal à en faire un best-seller. Mon 6e conseil, c'est de ne pas s'arrêter au milieu du chemin. Typiquement, les gens mettent beaucoup de cœur quand ils écrivent leur livre, mais vous savez, quand on fait de la randonnée sur les gens qui ne sont pas habitués, qui font l'ascension du Mont Blanc l'été, etc.,
souvent ils se blessent au moment où ils redescendent parce qu'ils ont relâché la pression, ils ont relâché le corps, ils pensent que c'est fini une fois qu'ils sont arrivés en haut. Et ben ça arrive aussi sur les livres. Il y a beaucoup de gens qui écrivent leur livre et veulent le sortir au plus vite. Il ne faut pas être trop pressé. Par exemple, la relecture est hyper importante. C'est très rébarbatif, mais il faut que vous-même vous le relisiez peut-être une dizaine de fois. Il faut que vous le fassiez relire à d'autres pour éliminer au maximum les coquilles de syntaxe et les coquilles orthographiques. Même si vous avez un éditeur, ce travail, il n'est pas fait sérieusement, etc. à ce point-là. Et laisser des coquilles, c'est typiquement le truc qui va vous faire avoir des commentaires 1 ou 2 étoiles sur Amazon et qui peut tuer votre livre dans l'œuf, parce que si sur 10 commentaires au départ, vous en avez 2, une étoile qui dit mal écrit, commentaire, etc., vous savez que votre livre, vous allez ramer pour le faire remonter après, vous avez raté son lancement, c'est presque foutu. C'est même foutu, je dirais. Alors il y aura même 8 conseils, parce que j'en avais oublié un. Donc le 7e, quand vous publiez vous-même sur Amazon, c'est d'optimiser les catégories Amazon. Vous savez, vous pouvez inscrire votre livre dans plusieurs catégories. Et en fait, il faut arriver à faire un bon ratio entre la catégorie la plus logique, mais aussi si cette catégorie est hyper concurrentielle, inscrire votre livre dans des catégories un peu moins concurrentielles auxquelles on peut le rattacher, ça peut être intéressant parce que ça vous permet d'avoir le badge numéro 1 des ventes que vous gagnez grâce à ces catégories moins concurrentielles. Donc en gros, il faut arriver à faire un bon mix de catégories dans lesquelles vous inscrivez votre livre sur Amazon. Ma 8e et avant-dernière astuce pour écrire un livre best-seller, ça va être de faire attention à la créativité. Je vais vous donner un exemple assez illustratif. Moi, depuis que je suis en mode indépendance financière, que j'ai quitté le salariat, finalement, mes seules activités de travail, entre guillemets, c'est justement cette créativité pour faire de nouveaux livres, pour faire des vidéos, pour écrire des articles, etc. J'ai eu tendance à me dire au départ, ce travail, tu le fais en hiver quand il fait pas bon, et puis tu te gardes complètement libre pour l'été, comme ça tu iras jouer au golf l'après-midi, etc. Ben, ce que je m'aperçois en fait, c'est que mes pics de créativité, ils arrivent l'été justement quand je joue au golf. Donc parfois se forcer à écrire, se forcer à se mettre devant la page blanche, se dire j'en fais 10 pages par jour, etc. Quand la créativité vient pas, ça peut être contre-productif. Finalement, la créativité, elle vient un peu quand vous vous ennuyez, quand vous vous êtes détendu. Et moi finalement, le fait de travailler qu'en hiver sur un truc créatif, ça marche pas puisque mes meilleures idées me viennent en été. Alors j'ai deux choix, soit je travaille en été et tant que c'est frais, que j'ai eu ces idées, voilà, j'en profite finalement et j'écris derrière, soit je me note ces idées pour y retravailler l'hiver derrière quand je me mettrai vraiment derrière ma page blanche pour écrire. Avec l'inconvénient que ce sera moins frais, donc il y a intérêt à bien noter à ce moment-là. Donc attention à ça, les pics de créativité, c'est contre-intuitif et c'est pas en vous forçant à être créatif que vous allez être créatif. Au contraire, c'est en étant détendu et en vous ennuyant. Et enfin, la 9e et dernière astuce qui est la plus importante, ça va être de vous constituer une audience avant de publier votre livre. Il faut avoir constitué son audience avant de publier son livre. Vous avez beau avoir écrit le meilleur livre de tous les temps, si vous n'arrivez pas à lancer l'algorithme Amazon, personne ne va le voir, personne ne va l'acheter, vous n'allez pas avoir de commentaires. Il faut bien voir que cette histoire, c'est un cercle vertueux. Si on commence à acheter votre livre, il va monter dans les classements Amazon. S'il y a beaucoup de lecteurs, il va y avoir des commentaires. S'il y a des commentaires, les gens vont l'acheter plutôt que ceux qui n'ont pas de commentaires ou en ont moins. Si des gens l'achètent, il va encore monter dans la catégorie. Et évidemment, le cercle vicieux marche aussi dans l'autre sens. Si vous n'arrivez pas à avoir de commentaires, vos 10 premiers commentaires, vos 50 premiers commentaires sur votre livre, ça va être difficile derrière. Et si vous attendez un an pour avoir vos 10 commentaires, c'est foutu aussi, quoi. Et finalement, construire cette audience préalablement ou en parallèle de l'écriture de votre livre, c'est vraiment le conseil le plus important pour écrire un best-seller parmi ceux que je vous ai donnés. Parce que si vous n'avez pas cette audience, eh bien quand vous allez publier votre livre, personne ne va le voir et vous allez en vendre aucun. Il n'y a aucune chance d'amorcer la pompe de l'algorithme Amazon pour justement monter dans les classements et enclencher ce cercle vertueux si vous n'avez pas construit d'audience en parallèle. Et donc ça, finalement, il n'y a pas 36 solutions. La solution, c'est de construire une audience et cette audience, vous devez la construire avant de publier votre livre, donc en parallèle à son écriture, avant, etc. Il y a deux méthodes pour construire des audiences pour des livres de non-fiction. Ça va être les vidéos type YouTube, ou ça va être aussi de vous constituer une liste d'emails avec des supports et
d'entretenir une relation avec cette audience, de leur écrire des mails de temps en temps. Et le but, ça va être que, effectivement, le jour où vous allez sortir votre livre, eh bien, déjà, toute cette audience va l'acheter parce que vous faites une petite promo, etc. Donc, il va tout de suite monter dans le top Amazon. Donc ça, arriver à le mettre dans le top Amazon pendant 1 ou 2 jours, c'est pas le plus dur. Normalement, si vous avez fait une audience, et vous n'avez pas besoin d'une audience de 100 000 abonnés, hein, quelques milliers suffit, ça aide déjà pas mal. Et après, effectivement, selon comment ça marche et comment le cercle vertueux fonctionne, eh bien, si vous avez une audience, vous avez une arme supplémentaire. Il va y avoir 2 choses pour alimenter ce cercle vertueux quand il retombe. C'est d'utiliser un peu les pubs Amazon, les Amazon Ads. Alors moi, au début, je ne le faisais pas, mais j'ai même été obligé de le faire parce que finalement, c'est quand même assez intéressant. J'avais vu, il y avait des gens qui enchérissaient sur mon nom, mon propre nom d'auteur, pour concurrencer mon livre immobilier. Alors, j'ai aussi enchéri sur mon propre nom d'auteur pour pas qu'il paye juste 1 centime pour passer devant moi quand on cherchait vraiment mon livre. Donc, on voit qu'on peut faire des choses avec la pub Amazon. Mais si vous avez que cette arme-là, ça ne va pas être terrible. Alors, par contre, si, quand votre livre commence à tomber, vous cumulez un peu ces pubs Amazon surtout qu'on arrive à avoir du retour sur investissement sur ces pubs Amazon, on arrive à dépenser moins que ce qu'on gagne. Donc, c'est assez intéressant. Il y a moins de concurrence quand même que sur du Google AdSense ou des trucs comme ça pour ceux qui connaissent. Et donc, si quand votre livre retombe un peu, vous allez vous arriver à relancer une petite promo avec votre audience, alors soit en bougeant sur le prix, mais normalement, ça vous avez le droit qu'au départ en loi française, mais soit en disant, vous commandez mon livre là, je vais vous donner un bonus, etc. Donc ça peut être assez intéressant. Alors après, la question, c'est comment construire une audience. Bon, moi, j'ai 2 formations assez concises de rapport qualité-prix intéressantes, que je trouve intéressantes là-dessus, qui sont voilà, pour avoir une audience YouTube et faire des vidéos YouTube intéressantes, ou pour construire une liste email. Je vous mets les 2 formations, alors qui ne sont pas de moi, hein, mais c'est des formations que moi, je trouve assez adaptées à cette problématique de construire une audience. Je vous les mets dans la description de la vidéo. Voilà. Alors, c'est pas sûr que ces 9 astuces suffisent, puisque finalement, la réussite, c'est toujours une combinaison entre 3 choses qui sont le talent, la méthode et la chance. Là, avec ces 9 astuces, vous avez la méthode. Le talent, je ne sais pas si vous l'avez ou pas. Et puis la chance, c'est versatile et ça tourne. Donc voilà, si vous suivez ces conseils, vous augmentez votre probabilité d'écrire un livre best-seller. Comme je le disais, ce n'est pas garanti que vous arriviez à faire un best-seller, mais ça va vous aider en tout cas à augmenter vos ventes. Et finalement, un livre, vous pouvez faire levier dessus, même s'il n'est pas best-seller, à partir du moment où il est écrit, où il est reconnu et où il a eu un certain nombre de ventes, voilà, quelques milliers de ventes, même si ce n'est pas encore best-seller, ça fait un succès d'estime sur lequel vous pouvez faire levier dans le monde de la non-fiction. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le petit like, de vous abonner à la chaîne, et puis je vous dis à bientôt sur le blog et sur la chaîne.